Collabo, ennemi de la France, grosse merde, qu'elle soit maudite. Voici quelques insultes qu'a reçues Béatrice de Pertuis, la juge qui a présidé le procès ayant abouti à la condamnation de Marine Le Pen. Le 31 mars 2025, la présidente du Rassemblement national est condamnée à 2 ans de prison avec sursis, 200 000 € d'amende et une peine d'inéligibilité de 5 ans avec exécution provisoire. Tout cela pour détournement de fonds européens. Mais depuis cette décision de justice, la magistrate fait l'objet d'attaques et de menaces très personnelles. En parallèle, plusieurs responsables politiques, notamment les membres du Rassemblement national, dénoncent une instrumentalisation de la justice à des fins politiques. On retrouve aussi des figures internationales comme Donald Trump, Elon Musk, Poutine ou encore Bolsonaro qui n'ont pas hésité à donner leur soutien à la condamnée. Mais un peu plus étonnant, le Premier ministre François Bayrou s'est dit troublé par cette peine d'inéligibilité de 5 ans. Mais selon la principale accusée, cette décision de justice est le fruit d'un système qui a sorti la bombe nucléaire. Elle ajoute que s'il utilise une arme aussi puissante contre nous, c'est évidemment parce que nous sommes sur le point de gagner des élections. Mais alors, cette décision serait-elle politique plutôt que judiciaire? Cette décision, elle n'a pas été rendue seule par Béatrice de Pertuis. Elle est le fruit d'un jugement collégial à l'issue d'un procès contradictoire où la défense a pu s'exprimer et où les règles de droit ont été respectées. C'est ce qu'a rappelé le procureur général à la Cour de cassation, Richard Haynes, après ces dénonciations. Mais alors, ces réactions posent une question plus large. La justice peut-elle être totalement neutre lorsqu'elle touche à des figures politiques? Et dans un état de droit, où commence et où s'arrête le rôle du juge? Et j'en ai une dernière pour la fin. Est-ce que la justice peut empêcher un candidat de se présenter aux élections? Avant de répondre à toutes ces questions, on va se poser, on va revenir aux origines. Et d'ailleurs, tout commence avec un certain Charles-Louis de Secondat, baron de la Brède et de Montesquieu, aussi appelé Montesquieu. Alors, je vous ai dit qu'on allait retourner aux origines. Et d'ailleurs, pour qu'une démocratie fonctionne, il faut que la justice soit libre de juger. C'est le sens du principe de séparation des pouvoirs. Pour qu'on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Cette idée est introduite par Montesquieu dans l'Esprit des lois de 1748. D'ailleurs, dès la Déclaration des droits de l'homme de 1789, les pouvoirs sont divisés en 3. Nous avons le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. En bref, le pouvoir législatif, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Ils proposent, négocient et votent les lois. Le pouvoir exécutif est représenté par le chef de l'État et le Premier ministre. Et donc, le pouvoir judiciaire est indépendant. Il doit juger par l'application du droit en vigueur. Mais pour que cette séparation et que cette indépendance du pouvoir judiciaire fonctionne, il faut une organisation. C'est pourquoi on retrouve différents magistrats, des juges, des procureurs, et on retrouve aussi des principes très importants, notamment comme le droit de faire appel et le droit à un procès équitable. Alors, si on sort un peu de nos frontières, la France n'est pas la seule à avoir une séparation des pouvoirs comme celle-ci, ou alors une indépendance de la justice. On a l'exemple des États-Unis, du Canada, mais aussi en Europe, on a l'Allemagne ou l'Italie. Si vous avez suivi un peu l'affaire et les médias, vous avez sûrement entendu l'expression « gouvernement des juges ». Alors, cette expression, elle apparaît pour la première fois en 1921. Elle est popularisée par Édouard Lambert et il avait été évoqué pour la première fois afin de parler des magistrats qui condamnent des personnalités politiques. C'est une expression qui, à 90% des cas, est une expression dévoyée qui vise à s'opposer à l'émancipation de la justice au service de l'égalité devant la loi, pour simplifier les choses. C'est le cas pour le procès des Rassemblements nationaux, c'est le cas à chaque fois que c'est utilisé en matière pénale, c'est le cas souvent quand c'est utilisé en matière constitutionnelle. Depuis la condamnation de Marine Le Pen, énormément de personnalités politiques et de soutien à celle-ci disent que les procès politiques n'ont pas leur place dans une démocratie. D'ailleurs, Éric Zemmour a dit « Si Marine Le Pen a été déclarée inéligible, on atteindrait un niveau sans précédent dans le gouvernement des juges. » C'est au contraire le signe d'une vitalité démocratique réelle qu'on puisse condamner, y compris des responsables politiques de premier plan, comme les autres, et qu'il n'y ait pas un régime de faveur. Le régime de faveur, ça s'appelle en droit un privilège. La question, c'est est-ce qu'on accepte, dans une société démocratique, qu'on puisse se présenter à une élection, alors même qu'on a été condamné
pour des infractions qui témoignent d'un très mauvais usage des responsabilités publiques. Bref, vous l'avez compris, ce terme, il est ambigu et provoque pas mal de débats. En France, le principe d'égalité, ce que rappelle toujours le Conseil constitutionnel. Le principe d'égalité s'applique lorsque les personnes sont placées dans la même situation. Vous et moi, au regard de l'élection présidentielle, on est dans la même situation. Un élu national qui représente la nation ou un candidat déclaré à une élection présidentielle n'est pas exactement dans la même situation que vous ou moi. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie parce qu'on traite le principe d'égalité de manière très large. On oublie que l'égalité s'applique lorsqu'il n'y a pas de différence de situation. Et le Conseil constitutionnel lui-même a reconnu que le fait d'avoir un mandat national, c'est-à-dire un mandat de député ou de sénateur, impliquait d'être traité différemment que par exemple quelqu'un qui est condamné et qui n'a qu'un mandat local de conseiller municipal ou de conseiller départemental. Ce qui est vrai, c'est que par démission, on pourrait dire, ou par négligence, ce que vous voulez, du pouvoir politique, on a de plus en plus de sujets qui vont arriver devant les tribunaux. Les tribunaux, ils sont pas, ils prennent ce qu'on leur donne, hein, mais qui arrivent devant les tribunaux, et le juge est obligé de trancher des choses qui, effectivement, devraient relever normalement de la délibération politique. Mais le juge, il n'a pas le choix. La mission de faire évoluer la société, c'est une mission qui est au cœur de l'action politique. Quand vous choisissez des élus, vous votez pour un tel ou un tel, vous le votez parce qu'il a un programme et que la manière dont il veut gérer la société vous convient. Or, à partir du moment où le juge se substitue aux politiques, aux législateurs dans ces domaines-là, il y a, j'allais dire, une concurrence. Mais alors, comment faire quand la justice croise le politique? Mais Montesquieu lui-même dit que le pouvoir des juges est un des pouvoirs les plus dangereux qui soit. Et il ajoute, le pouvoir des juges doit être un pouvoir nul. Ça ne veut pas dire que ça doit être un pouvoir qui n'est pas important, c'est un pouvoir très important. Mais leur pouvoir est de trancher des litiges, de résoudre les conflits, mais pas de décider à la place du politique. C'est pas une politisation dans le sens où l'entendent les détracteurs en disant le juge viendrait se mêler de ce qui ne le regarde pas. Par contre, il est vrai que la justice assume, dans son ensemble, en tant qu'institution, assume un rôle politique plus important que par le passé. Alors, il y a des dimensions positives dans cette évolution, c'est-à-dire que la justice va faire respecter de manière beaucoup plus forte qu'auparavant l'égalité devant la loi. Et puis, vous avez des aspects négatifs là-dedans qui tiennent au fait que la justice va devoir prendre des décisions dans des domaines qui devraient être traités en amont par le politique, et la justice ne devrait traiter que les points de détail, si je puis dire. C'est le cas en matière climatique, hein. Il n'y a aucune volonté politique d'agir, hein. On constate chaque jour, et du coup, on laisse les choses se faire, se dégrader, et donc forcément, il y a des gens qui vont aller voir en dernier recours la justice parce que c'est les seuls qui sont obligés de répondre. Vous vous rappelez, je vous ai posé une question, c'est est-ce que la justice peut empêcher un candidat de se présenter? Eh bien, théoriquement, d'un point de vue juridique, un candidat peut être empêché de se présenter à une élection. Et dans cette affaire, je me garderai bien de mettre en cause l'impartialité des juges qui ont rendu cette décision. Ce que je mets en cause, c'est le fait qu'ils n'auraient pu ne pas intervenir dans le déroulement des élections, mais je n'ai aucune raison factuelle de penser qu'ils se sont prononcés pour des raisons d'engagement politique. Si le RN dénonce souvent le laxisme de la justice française et fait de la justice un de ses thèmes majeurs de campagne, il qualifie cependant la décision rendue à l'encontre de Marine Le Pen de politique. Si on veut qu'on ait des élus qui soient non pas des dirigeants, mais des représentants, ce qui doivent être en démocratie, la moindre des choses, c'est qu'on s'assure qu'ils respectent la loi. En fait, dans le cas précis, le tribunal correctionnel a simplement appliqué la loi. Le tribunal a appliqué la loi qui était de dire condamnation pour détournement de fonds publics égale inéligibilité. C'est ce qu'a fait le tribunal. Et c'est pas pour rien que, faute d'autres moyens de défense, aujourd'hui, certains essayent de nous faire dériver le débat derrière un abus de pouvoir de la justice. Pour Marine Tondelier, la chef de file des écologistes, on est dans un deux poids, deux mesures de la part du RN. Pour Jordan Bardella, il prive des millions d'électeurs de leur choix et donc de leur liberté.
C'est donc là un débat politique qui s'ouvre. Aujourd'hui, ce qu'on assiste, c'est pas une justice qui viendrait empiéter dans le champ du politique, c'est au contraire une justice qui prend progressivement son indépendance pour assurer enfin l'égalité de toutes et tous devant la loi, et ce, évidemment, à l'encontre des habitudes et peut-être des aspirations d'une large partie de la classe politique. En fait, la justice, pendant longtemps, n'est pas allée jusqu'au bout de ses missions, et là, enfin, elle commence à le faire. Alors, on l'a vu, la séparation du pouvoir judiciaire et du politique est importante en démocratie. Dans certains pays, cette séparation, elle n'est pas du tout effective. Je pense notamment à la Russie, où des opposants à Poutine sont notamment incarcérés, comme Navalny, ou encore en Chine, où c'est très compliqué de s'opposer au gouvernement. Mais encore plus proche de nous, nous avons la Turquie, où le pouvoir politique contraint de plus en plus le pouvoir judiciaire. Je peux vous citer notamment l'arrestation du maire d'Istanbul. C'était notamment un des opposants majeurs de l'actuel président. Qu'est-ce que ça donnerait le fantasme de ce que décrivent les détracteurs de la justice aujourd'hui? Ce serait des juges qui, de leur propre initiative, se saisiraient d'affaires dont ils ne sont pas saisis, dire ah, je prends cette affaire-là, et qui diraient vous avez décidé telle ou telle chose pour tel ou tel dans tel ou tel domaine économique, politique, d'éducation, etc. Moi, je décide autre chose parce que je trouve que c'est mieux, sans dire que je le fais pour préserver les libertés, sans dire que je le fais pour respecter la Constitution, mais je dis parce que moi, juge, je considère que ça, c'est mieux, et que vous, Parlement, vous avez mal agi. Mais c'est pas ça qui se passe aujourd'hui, sauf dans un cas précis, je vous le dis, la Cour suprême des États-Unis, c'est comme ça qu'elle fait. La Cour suprême des États-Unis choisit ses affaires, profite d'affaires qui n'ont absolument pas rien à voir avec le sujet pour imposer ses sujets, et dit j'ai ma propre vision de la Constitution, j'ai ma propre vision des droits et des valeurs américaines, et je vous les impose. Et là, effectivement, c'est un gouvernement des juges, au sens vraiment d'une usurpation du pouvoir. Donc dans certains pays, il y a une pression du pouvoir politique sur le pouvoir judiciaire, voire un contrôle, qui vise notamment les opposants politiques, mais aussi les journalistes.